dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, on va parler lessive, liquide vaisselle, parfum, bougie. On va utiliser les mots nettoyant, détergent, moussant. Mais bon, soyez pas trop surpris parce que petit 1, c'est quand même notre réalité à tous. Petit 2, on va justement en parler dans la joie et la bonne humeur avec Pierre-Alexis Delaplace, qui est le cofondateur de Kerzon. C'est cette marque qui réveille le monde des soins du quotidien avec des formulations hyper naturelles, ultra efficaces et 100% clean. Il va tout nous expliquer. Bonjour Pierre-Alexis. Bonjour Hortense. Alors tu as créé la marque en 2013, donc il y a 8 C'est ça. ans. Ouais. Fin 2013, début 2014. Ouais. On parlait pas encore autant du green. Comment vous avez eu l'idée de Kerzon ? Alors on parlait pas autant du green, on en parlait quand même beaucoup déjà pour tout ce qui est alimentaire, j'allais dire en cuisine, enfin en agroalimentaire. Là, il y a quand même une grosse tendance à manger bio, à faire beaucoup plus attention à ce qu'on achète, d'où ça vient, comment ça a poussé, comment les animaux ont été élevés. Et donc ça commence, enfin c'est quand même ancré depuis un certain temps maintenant. Et on a senti que ça allait se passer aussi en cosmétique. Et c'est le cas avec l'arrivée d'applications pour scanner les ingrédients. Les consommateurs posent de plus en plus de questions sur la cosmétique. Et très rapidement, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on se posait pas la question aussi sur ce qu'on appelle la détergence. C'est un mot moche, mais ça englobe les lessives, les liquides vaisselle, tous les produits d'entretien qui sont pas destinés à être appliqués sur la peau. Et ce qu'on appelle parfum d'ambiance, donc bougies, parfum d'intérieur, enfin voilà, ce qui est pour la maison en opposition à ce qui est pour le corps, qui est beaucoup moins réglementé, mais qui utilise a priori les mêmes matières premières. Et donc assez rapidement, nous on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on faisait attention à ce qu'on met dans notre assiette, attention à ce qu'on se met sur la peau, et finalement on se pose quasiment pas de questions sur ce qu'on utilise pour entretenir notre maison. Alors c'est moche, mais pour être bien chez soi. Donc c'est comme ça que vous êtes lancé. C'est comme ça qu'on a commencé. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui a fait qu'on a voulu créer Kerzon, mais dès le départ de Kerzon, on s'est posé ces questions-là. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez créé Kerzon ? Alors, qu'est-ce qui a fait que c'est un chemin de vie. Je dis vous parce que vous êtes deux. Ouais, avec mon frère Étienne, qui est un de mes frères, parce qu'on est une fratrie de 4 garçons et d'une fille. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu envie de créer Kerzon ? C'est une histoire Kerzon est assez personnel. Finalement, ça raconte beaucoup de notre histoire et de qui on est. Et du coup, l'envie est venue de façon très personnelle aussi. Moi, je vais pas trop raconter ma vie, mais j'ai une formation artistique. J'ai fait une école de design et les arts décoratifs de Paris. J'ai travaillé avec un designer qui s'appelle Jean-Christophe Omas pendant plusieurs années, surtout du set design. J'ai beaucoup appris à aimer le produit au sens large, lifestyle, déco, mode. Et ensuite, j'ai été en freelance à mon compte en tant que DA et graphisme. J'ai approfondi encore plus mon amour du produit. Et il y a un moment où, en fait, j'ai lassé, c'est un bien grand mot, mais il y a un moment où j'ai eu envie de travailler pour un projet. Aujourd'hui, on dit qu'il y a du sens, mais c'est vrai, en fait. J'avais envie de travailler pour un projet qui était plus le mien, qui me plaisait plus, qui m'animait plus et que je pourrais maîtriser du début jusqu'à la fin. Contrairement au projet de graphisme ou de DA où j'intervenais sur un produit, un événement, un dossier de presse, un catalogue, et il y avait un début et une fin. Et j'arrivais finalement à être un peu frustré de pas participer au projet plus en amont et pour sa vie. Dans sa globalité. Et
J'ai beaucoup parlé de ces questionnements à Étienne, justement, enfin à mes autres frères et à ma sœur, mais plus particulièrement à Étienne, parce que c'est un moment où lui aussi se posait des questions dans son boulot. Donc lui, on forme un binôme assez équilibré dans le sens où lui, il a une formation en contrôle de gestion, il est beaucoup plus commercial que moi, mais dans le bon sens du terme. Enfin, il est très très doué pour parler des produits, pour mettre les produits en avant. Et voilà. Et donc tous les deux, à force d'en discuter, on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire un bout de chemin ensemble, presque un mariage. Et on a commencé à réfléchir à ce qui nous animait, ce qu'on avait envie de développer, ce qu'on avait envie de proposer. On s'est pas du tout dit on a un concept génial, ça va cartonner, on fait 3 produits, on y va à fond. Ça s'est passé à l'inverse de ça. C'est qu'au début, on avait tout, mais pas encore le produit. Vous aviez la tout philosophie notre envie, et pas voilà, exactement. Et le fait d'être frère a beaucoup joué aussi par rapport par rapport à la famille, on s'entend très bien dans notre famille. Parce que j'en parle comme si c'était une évidence, mais je sais qu'on peut aussi ne pas très bien forcément s'entendre avec ses frères et sœurs ou ses parents. Nous, on a la chance que nos parents soient toujours en vie, toujours ensemble, et entre nous, on s'entend hyper bien. Donc, je pose les bases. Et du coup, on avait envie d'un projet qui soit en continuité de notre famille, de nos souvenirs peut-être d'enfants, forcément un peu de notre éducation, enfin de qui on est aujourd'hui. Et moi, quand j'étais en freelance, mes clients, les projets sur lesquels je travaillais, étaient pas mal mode, lifestyle, et aussi j'ai travaillé pour des marques de parfums et une marque de thé qui s'appelle Compagnie Coloniale, qui est une très vieille maison de thé dont j'ai refait l'identité visuelle à l'époque. Et ça m'a inconsciemment, au moment où je travaillais pour eux, je suis rentré dans cet univers du parfum, de la matière naturelle. Dans le thé, il y a les marqueurs des différents goûts, enfin des différentes plantes qui sont utilisées. Et j'ai travaillé pour Diptyque aussi beaucoup, où Myriam Bado, qui était la directrice marketing et com, parlait avec amour des parfums, et je pense qu'elle s'en est absolument pas rendue compte, mais elle m'a donné j'avais déjà ce goût du produit, et elle m'a donné cet intérêt pour le parfum et la matière végétale qui infuse et devient du thé ou qui parfume. Oui, parce que la grande spécificité de Kerzon, ce sont des ingrédients d'origine naturelle et des matières respectueuses de l'environnement. Ouais. C'est bien ça ? Ouais, exactement. Alors, donc, comme je te disais, il y a cette passion qui s'est construite depuis 6 ans, mais qui commençait à être fortement là sans que j'arrive à vraiment la définir. Cette passion du parfum, on s'est rendu compte que le parfum, c'est un des premiers souvenirs qu'on se crée c'est un premier sens qu'on aiguise dès la naissance, et c'est un truc hyper alors qui peut être subjectif. On aime un parfum, on l'aime pas, on a tous des goûts différents, mais très souvent, quand on sent un parfum, ça nous rappelle quelque chose. Et on s'en rend compte quand on présente nos produits, on s'en rend compte en écoutant les clients dans la boutique. C'est très souvent, on aime ou on déteste. Et ça nous rappelle quelque chose. Il y a vraiment cette force du souvenir olfactif, et c'est ça qu'on avait envie du coup de mettre en avant, parce que du coup lié à l'enfance, à la famille, et donc c'est quelque chose de très personnel. Et donc ces parfums, ils sont fabriqués à partir de matières naturelles, ils sont fabriqués à Grasse, principalement, ou Grasse ou dans la périphérie de Grasse, enfin en tout cas dans cette région Grasse, qui est la capitale mondiale du parfum. Et ensuite, vraiment, on le voit comme pas comme deux chemins, puisqu'ils finissent par être assemblés, mais on dissocie le parfum et la formulation du produit dans lequel va être infusé le parfum. C'est vrai pour des bougies. Les bougies, c'est un contenant en verre, une cire dans laquelle on met le parfum à des concentrations différentes. Le savon liquide ou la lessive, c'est une formulation et dans laquelle on vient infuser le parfum. Donc c'est 2 fabrications différentes dans des lieux différents, mais avec la même volonté d'utiliser des matières naturelles et responsables, dans le sens où après leur utilisation, on ne veut pas qu'elles viennent salir un savon liquide. On se nettoie les mains, il part dans les tuyaux. C'est assez trivial, mais l'idée, c'est qu'il n'ait pas ou le moins possible de traces,
enfin qui laisse le moins possible de traces quand il sera rejeté dans l'environnement. Et donc on se pose cette question pour tous nos produits, du début du choix des matières premières jusqu'à l'utilisation et qu'est-ce qui se passe après l'utilisation. Alors, est-ce que moi, je suis vraiment débutante sur le sujet, je le reconnais tout à fait. Est-ce que c'est le fait que ce soit des matières naturelles, c'est aussi efficace? Par exemple, un liquide vaisselle, est-ce qu'il va dégraisser aussi bien avec une matière naturelle que les autres, ce qu'on a aujourd'hui? Et quelle est la différence d'ailleurs? Ouais. Alors, je vais te répondre oui tout de suite. En fait, le pas naturel, on va commencer comme ça plutôt, donc ce qu'on appelle synthétique, qui souvent, dans la majorité des cas, sont des matières qui sont issues du pétrole. Je te disais tout à l'heure en introduction que il se passe dans les produits que nous on développe la même prise de conscience qu'il y a pu y avoir dans l'alimentaire. En fait, ça vient de cette volonté à un moment de réduire au maximum les prix des produits et du coup d'utiliser les matières les moins coûteuses. Et les matières synthétiques, elles sont copiées-collées sur les matières naturelles, mais reproduites pour avoir au moins la même action, mais en tout cas coûter beaucoup moins cher. Je prends l'exemple par exemple des sulfates, qui sont c'est le produit moussant par excellence que tu trouves dans n'importe quel gel douche, enfin tout ce que t'as envie, enfin tout ce qui a besoin de mousser, parce que la mousse, tout de suite on l'associe au propre, à une bonne action nettoyante. Alors en fait c'est une action plutôt agressive. C'est ça qui te permet d'avoir des gels douche à des prix défiant toute concurrence. Mais en fait ils ont complètement, enfin c'est pas les sulfates qui ont oublié, mais en utilisant les sulfates on a complètement oublié les bienfaits en fait. Donc ils vont nettoyer. Ils vont dégraisser, si tu en mets dans ton liquide vaisselle, et il y a beaucoup de liquides vaisselle qui en ont, il y en a pas mal dans les lessives aussi. Ils vont avoir cet effet moussant, ils vont avoir un effet décapant, mais ils vont complètement laisser de côté et plus du tout jouer sur le bien-être, évidemment, mais sur les bonnes propriétés. Par exemple, je prends l'exemple de nos lessives. On utilise c'est une grosse base de savon dans laquelle qui est fait à partir d'huile végétale. On rajoute aussi d'autres huiles, et les huiles, elles vont avoir ce côté moussant, elles vont hyper bien nettoyer, mais en plus, elles vont nourrir. Elles vont nourrir les fibres, elles vont apporter même des vitamines, enfin, elles vont apporter plein de soins, en plus de leur action détergente. C'est très moche, détergent, hein, mais on dit ça en lessive. Donc, le naturel et le végétal, le naturel fonctionne aussi bien que le synthétique et même mieux, puisque le synthétique il a été extrait ou recréé pour une action précise, alors que le naturel aura cette action, mais en plus va apporter plein de bienfaits. Oui, mais le naturel, on peut se dire qu'il y a une question de sourcing aussi, parce que les produits de grande consommation, ils répondent quand même à des charges un peu réglementaires. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un certain contrôle, alors que là, les ingrédients naturels, finalement, on sait pas, on n'a pas plus d'infos que ça dessus. Alors, c'est hyper réglementé. Aussi? Ah ouais. Tout est réglementé dans le sens, tu veux dire inoffensif pour l'utilisateur. Allergène, par exemple. Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est très, ça peut être des sujets très complexes parce qu'on peut aussi lire pas mal d'informations contradictoires et d'informations faciles à donner alors qu'elles sont à nuancer. Donc là, t'as enclenché pas mal de sujets, donc il faudrait répondre un par un. Mais on reparlera des allergènes parce que c'est hyper intéressant. Le produit fini, en fait, est hyper réglementé. En cosmétique, en Europe, on a le règlement cosmétique le plus compliqué au monde. Et on a énormément de matières interdites ou de matières pour lesquelles il y a un cahier des charges très précis d'utilisation, de façon de l'utiliser, de concentration maximale à respecter. C'est très très complexe. Ça l'est un peu moins pour la détergence et encore moins pour les parfums d'ambiance. Mais ça vient de plus en plus. C'est quand même super cadré. Et les matières premières, toute matière première, avant de pouvoir être utilisée, la matière première, tu l'achètes à une entreprise qui crée des matières premières. Toutes les matières premières, pour être utilisées ensuite dans des produits, elles doivent faire l'objet de tests, évidemment, et de dépôts. Et donc, on leur donne un numéro
réglementaires et qui permettent de les tracer et de s'assurer qu'elles respectent toutes les normes. Donc au niveau des normes, il n'y a pas de... Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais les risques, en tout cas, si la matière est utilisée dans un produit qu'on achète, je parle dans les domaines que je connais, il a été réglementé. En revanche, le naturel peut poser problème pour les industriels aussi, dans le sens où ils fabriquent, enfin le principe d'un industriel, c'est qu'il fabrique en très très grosse quantité. Et donc un produit naturel, si on une vanille, par exemple, alors la vanille en elle-même, mais une huile essentielle. Si on veut mettre de la vanille dans un parfum, ça peut être problématique parce que ça veut dire une culture intensive. Alors déforestation, enfin tu vois, après on peut citer tous les. Oui, ce sont des produits naturels, mais on dépeuple un peu la nature pour la. Ouais, et puis souvent on va les chercher à l'autre bout du monde. Il faut faire attention à qui les a cultivés, est-ce qu'on leur a pas volé. Il y a tous ces sujets-là qui sont hyper importants et auxquels il faut faire super attention. Et les industriels, eux, pour éviter justement ces soucis-là, et aussi le fait que comme c'est du naturel, il y a des histoires de culture, donc les prix fluctuent énormément. Il y a des matières premières qu'on a dans nos parfums qu'on a créés il y a 6 ans qui ont pu quadrupler de prix, d'autres qui se sont un peu diminuées parce qu'elles ont été moins achetées. Enfin, il y a un peu une bourse de la matière première. Et ça, les industriels, pour eux, c'est compliqué parce qu'ils ont besoin, comme je te disais, d'un prix super. Quand je dis les industriels, je ne parle pas des méchants industriels, hein, mais c'est juste pour expliquer pour moi, un industriel, c'est quelqu'un qui fabrique en masse. Donc, c'est plutôt ça le sujet. Ils peuvent pas, leurs prix peuvent pas fluctuer comme ça. Ils ont besoin d'un prix très défini. Ils ont des marges très réduites pour vendre au supermarché et dans le plus de créneaux possibles. Et du coup, les matières synthétiques leur permettent d'être stables par rapport à ça et de répondre à tous ces possibles problématiques. Les huiles essentielles qu'on utilise de plus en plus, il y a des marques d'huiles essentielles qu'on trouve en pharmacie ou en soins, enfin dans plein de réseaux différents. Les Américains ont énormément une offre très très vaste d'huiles essentielles et ça peut aussi être, c'est super, c'est naturel, mais ça peut être un problème parce que derrière ça veut dire une production de masse de naturel, ça a forcément ça soulève des enjeux et ça a forcément potentiellement un côté négatif aussi. Tu parlais, je rebondis sur un peu autre chose, mais qui est en lien, tu parlais d'éco-responsabilité tout à l'heure et je te disais qu'on faisait attention du début jusqu'à la fin. On fait aussi très attention forcément au packaging. Au niveau aussi de la réglementation, il faut faire très attention à la vie du produit. Donc comme je refais encore un lien avec l'alimentaire, mais un aliment il a une date de péremption parce qu'il est vivant, parce il est naturel, il est vivant. Et la cosmétique et la détergence, c'est pareil, ces produits-là, il faut les contenir, il faut pas qu'il y ait d'échange avec le packaging dans lequel ils sont, il faut pas que le packaging soit souillé. Enfin, il y a plein de choses techniques et du coup réglementaires pour assurer la sécurité d'utilisation du produit, qui fait que malheureusement aujourd'hui le plastique reste la meilleure option quand on veut emballer un produit cosmétique liquide. Et donc après il y a plein de choix de plastique différents. Il y a 7 familles ou 8 familles. Et malheureusement, il y en a qu'une ou deux qu'on sait vraiment recycler. Et alors nous, en l'occurrence, on utilise ce qu'on appelle du PET. C'est la même matière que les bouteilles d'eau minérale. Et cette matière, elle est... En fait, aujourd'hui, à une époque, c'est pareil, on s'est beaucoup posé la question du papier. Le papier déforestait. Et donc les fabricants de papier se sont tous vachement remis en question et on réussi à mettre en place, on a réussi, mais ils ont réussi à mettre en place une filière de recyclage du papier qui maintenant roule. Il y a des défauts comme un peu partout, mais ça roule quand même hyper bien. Et aujourd'hui, on est moins gêné, je veux dire, qu'à une certaine époque d'acheter du papier parce qu'il est recyclé, parce qu'on sait que c'est dans un cercle vertueux, qu'il y a toute une réflexion qui a été faite. Et il y a un process qui a été mis en place qui est quasiment complètement propre
Et en fait, les fabricants d'eau minérale se sont aussi beaucoup posé la question de cette matière PET. Et on a réussi, enfin les industriels du plastique ont réussi à recycler cette matière. Donc à la recycler et à pouvoir la réutiliser pour refaire la même chose. Et donc on arrive avec le PET à rentrer dans un cercle vertueux aussi, comme le papier de recyclage. Donc ça veut dire que les bidons et tous les flacons qu'on utilise, ils ne nécessitent pas de nouveau pétrole. C'est pas des nouveaux plastiques dans le sens tout nouveau. Ils sont fabriqués à partir du recyclage, à 100% à partir du recyclage d'anciens bidons ou flacons ou bouteilles d'eau. Le tout, c'est qu'on reste sur ce type de plastique qui est le PET. Donc ça reste un nouveau flacon quand on fabrique un nouveau flacon, mais on est dans un cercle aussi de réutilisation. Et pour aller encore plus loin, à la boutique, on a mis en place un système de vrac. Et donc nos clientes et clients peuvent venir avec leur flacon vide, on le re-remplit et ils ont une petite économie sur le produit. Et on fait hyper attention à ça. Le vrac arrive à la boutique dans des jerrycans qui sont aussi dans une matière qu'on sait parfaitement recycler. Et on travaille ensuite quand ils sont vides, les jerrycans, on travaille avec une entreprise qui les récupère, qui les nettoie et qui nous permet de les réutiliser. Et dans ce process, comme je te disais, d'aller du début jusqu'à la fin, de l'avant-produit jusqu'à la fin, enfin l'après-produit, utilisation du produit, on fait hyper attention aussi à l'emballage. À l'emballage et à comment est transporté le produit. Et c'est un point hyper important aussi, parce qu'à partir du moment où on fabrique un produit, et qu'on vend un produit, il a un impact. On crée quelque chose, ça a un impact. Et notre volonté et ce sur quoi on travaille au quotidien, c'est de faire en sorte que cet impact il soit le plus faible possible ou s'il en a un, qu'on réussisse à l'annuler à un moment ou à un autre. Est-ce que tu vois, toi, tu parlais tout à l'heure du marché des industriels, est-ce que tu vois des progrès ou pas en termes d'offres ? Est-ce que tu as de plus en plus de concurrents ? J'imagine que ton chiffre d'affaires évolue quand même en 8 ans. Quel est ton ressenti par rapport même à la sensibilisation des consommateurs sur ce sujet ? Tout le monde fait de plus en plus attention. Ouais, et je te parlais évidemment de la nourriture de l'alimentation tout à l'heure, la cosmétique de plus en plus, et le confinement, je pense, l'année dernière, le premier confinement, fait qu'on s'est tous, en tout cas que beaucoup de personnes ont commencé à se questionner aussi sur les produits d'entretien de la maison, parce qu'on était beaucoup chez nous, parce que on a appris à un peu plus consommer local, à aller chez les commerçants qui étaient dans notre rayon d'1 kilomètre, et pour en tout cas soutenir, le temps, et pour les soutenir aussi. Et le fait que seuls les magasins de première nécessité, et donc très souvent des supermarchés quand même au premier confinement où tous les autres commerces étaient fermés, fait notre offre aussi s'est réduite. Et donc je pense qu'on s'est encore plus questionné sur ce qu'on achetait et d'où ça venait. Et donc c'est vraiment des questions hyper importantes que tout le monde se pose. Je pense vraiment. Qu'est-ce que tu penses ? Tu parlais le confinement, il y en a beaucoup, j'ai vu, qui ont fait leur lessive soi-même. Alors ça aussi, c'est efficace, c'est une solution. Enfin, je te dis ça, c'est oui. Alors moi, je suis pour c'est concurrent un peu. Non, mais c'est concurrent, mais je suis complètement pour le do it yourself et c'est hyper pédagogique. En plus, c'est un atelier super drôle à faire avec des enfants. C'est la chimie. La chimie, c'est naturel. On est de la chimie. Faire de la lessive. Alors, quand on fait sa lessive chez soi, ça se résume à fabriquer du savon, en fait. Et le savon, moi, je suis passionné par le savon. On retrouve des traces de savon dans l'Antiquité. C'est le premier nettoyant. Le savon, c'est hyper beau en fabrication. C'est fascinant à voir, c'est ça semble super simple alors qu'il y a des maîtres savonniers, vraiment, ça se maîtrise. C'est une huile, un corps gras et de la potasse si on fait un savon liquide ou de la soude si on fait un savon solide. Et en mélangeant les deux, il y a une réaction qui se passe et ça crée de la pâte à savon, ça crée du savon. Donc ça se réalise à la maison.
Après, est-ce que c'est aussi efficace à la maison que quand tu l'achètes chez Kerzon ou ailleurs? Je vais te dire, c'est comme cuisiner chez soi, ça nous empêche, on sait cuisiner, ça nous empêche pas d'aller au resto ou de goûter la nourriture les plats d'un grand chef. Ça nourrira de la même façon, mais il y a un aspect bien-être, un aspect agréable, et aussi des connaissances et un échange quand tu vas au restaurant qui est autre que quand tu cuisines tout seul chez toi. J'ai envie de te dire, c'est la même chose. On le fait, nous, avec un maître savonnier qui maîtrise parfaitement la réaction. Donc, forcément, je défends un peu mon produit, mais c'est vrai, forcément, elle sera un peu mieux maîtrisée. Il y a le temps d'infusion du parfum aussi qui rendra le parfum beaucoup plus puissant que si tu le fais chez toi avec une huile essentielle que tu rajoutes en goutte à goutte. Enfin, il y a dans le processus de fabrication une connaissance des gens qui le fabriquent qui fait qu'il sera quand même plus efficace et plus beau. Mais ça, je te dis, c'est tellement magique à voir cette réaction que c'est super de le faire à la maison. Après, la question se pose de comment tu le fais. Est-ce que vraiment tu le fais en faisant cette réaction de saponification? Et c'est vrai pour tous les autres produits que tu peux fabriquer toi-même. Ou est-ce que tu achètes des copeaux de savon dans un magasin et tu les fais fondre dans ta casserole en rajoutant du bicarbonate et une huile essentielle? Pour moi, ça s'appelle plus faire sa lessive ou faire son savon, même si ça fonctionne très bien et qu'il y a plein de gens qui le font. Parce que ces copeaux de savon, tu sais pas d'où ils viennent et comment ils ont été fabriqués. Et tu peux te poser des questions là-dessus. Alors, il y en a des très bien, mais il y en a aussi qui... Toujours cette histoire de sourcing. Ouais, voilà. Oui. Parce qu'il y a des copeaux de savon qui viennent d'Asie. J'ai rien contre l'Asie, mais qui ont été justement fabriqués dans un process industriel en grande quantité. Donc, ils ont été chauffés pour que la réaction se fasse plus rapidement. Le fait qu'on les chauffe beaucoup enlève justement tout ce que je te disais tout à l'heure, les bonnes parties des huiles, le côté nourrissant, la glycérine, parce que la saponification crée de la glycérine qui est un super hydratant. Et donc les industriels peuvent avoir tendance à mettre la glycérine de côté, la revendre à un prix assez fort à tous les fabricants de cosmétiques qui ont besoin de glycérine dans leurs produits cosmétiques. Et du coup, ton savon, les huiles ont été brûlées et la glycérine n'est plus là, et donc il devient complètement... c'est un savon, mais qui a plus d'effet du tout de savon. Donc si tu achètes ça comme genre de copeaux, ta lessive, elle sera absolument pas efficace. Alors, vous avez chez Kerzon un marketing en fait qui est très sympa, qui est très actuel dans votre identité dont tu parlais tout à l'heure. Vous avez une boutique qui fait un peu concept store. Vous avez des noms de produits qui sont très sympas. Ça joue aussi un peu sur le succès de la marque, tu crois ? Alors succès, je ne sais pas si c'est un succès. Je l'utilise. Écoute, oui, enfin... Il y a un côté sincère. C'est pareil, c'est des mots qu'on utilise tellement que j'ai peur quand je l'ai dit, j'ai peur qu'ils aient perdu leur sens. Mais on a envie de... ça joue, c'est sûr, pour répondre catégoriquement à ta question. Mais ça venait aussi de notre envie de rendre tous nos produits positifs. Le fait que ce soit... efficace, c'est une évidence, sinon on les créerait pas et on les fabriquerait pas, mais l'ajout du parfum et le packaging rend leur utilisation plus positive et agréable et limite un peu pop dans les couleurs qu'on utilise, et c'est ce qu'on a envie de transmettre. Et c'est vrai qu'au niveau du parfum, on est beaucoup il y a beaucoup de marques de parfumerie de niche. Le parfum, on l'associe à quelque chose de super luxe. Donc c'est souvent des codes avec de l'or, du noir ou des choix assez sobres esthétiquement. Et nous, on voulait justement prendre le contre-pied de ça et rendre le parfum plus facile. Ça ne veut pas dire qu'en fabrication, on n'est plus cheap. Au contraire, on utilise des super belles matières, les mêmes matières que la parfumerie de niche. Mais on n'avait pas envie de se forcer à rester à entrer dans un cadre un peu rigide et trop luxe. Et on a envie de un peu démocratiser le beau parfum.
Le fait que la parfumerie de niche utilise des codes super luxe, on a le sentiment en tant que client que il va y avoir dans le parfum que tu achètes un vétiver qui vaut 4 millions d'euros le kilo. Alors il y en a, non, 4 millions quand même pas, mais tous ces codes sont utilisés aussi pour mettre en valeur des matières, des très très belles matières premières. Notre volonté, nous, dès le départ, c'était de se dire on travaille le parfum. Et ce parfum, il n'y a aucune raison que pour l'intérieur ou pour une lessive, il soit plus cheap que celui qu'on se met sur la peau ou qu'on a dans une autre toilette. Parce que c'est la même fabrication. C'est juste toujours cette histoire de prix, en fait. C'est qu'un parfum d'ambiance, un parfum d'intérieur, on a l'impression qu'il faut qu'il soit moins cher. Enfin, c'est qu'il est moins cher de fait. Et du coup, on a l'impression qu'il doit être plus cheap ou moins bien. Donc, ça peut être le cas chez certaines marques. Mais nous, notre volonté, c'était vraiment de se dire un parfum. Le Kerzon, le cœur de Kerzon, c'est le parfum. Et on veut que ce parfum soit hyper beau et bien fabriqué avec des belles matières bien sourcées. Et du coup, ce beau parfum, on peut avoir envie de l'utiliser en eau de toilette. Mais si tu deviens complètement addict de ton eau de toilette, finalement, tu es hyper contente de le retrouver dans ta lessive ou dans une bougie. Donc, on fait pas on hiérarchise pas le type de produit. Enfin, on fabrique pas le parfum en fonction du type de produit qu'on va proposer, en tout cas marketingement. Et donc, ça fait une unité entre les produits pour la maison, pour le linge et pour le corps, qui fait qu'on a utilisé une communication, une image ou une façon de le présenter uniformisée et qu'on a voulu plus simple. Et qu'est-ce que vous vendez le mieux ? Alors, il y a des best-sellers en termes de parfums. Il y a notamment Place des Vosges, enfin un parfum qu'on a appelé Place des Vosges, qu'on décline en beaucoup de produits différents, qui marche beaucoup, enfin qui plaît beaucoup. Il y en a un second qui s'appelle Super Frais. C'est un peu nos deux parfums best-sellers. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, on a beaucoup de demandes. Justement, comme il y a cet amour, cette addiction au parfum, quand on aime un parfum, on a beaucoup de demandes pour les décliner. Donc, on se rend compte vraiment que nos clientes et nos clients, quand elles aiment, par exemple, Super Frais, nous disent « je le voudrais en gel douche, je le voudrais en savon, je le voudrais en lessive ». Enfin, il y a cette volonté vraiment, quand on aime un parfum, de pouvoir l'utiliser le plus possible et sur le plus de supports possible. Il y a vraiment ce truc d'attachement au parfum. Et en type de produit, on a notre lessive. Quand on a sorti notre première lessive il y a quasiment 3 ans et demi maintenant, il n'y avait pas d'offre sur le marché. Enfin, il y a toujours l'offre de supermarché, donc majoritairement sulfate, majoritairement synthétique, avec des parfums de synthèse justement pour qu'ils sentent très 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 fort et qui restent beaucoup sur le linge, parce qu'on associe aussi la lessive, l'efficacité de la lessive au fait qu'elle sent beaucoup. Mais ça, c'est parce qu'on a appris à raisonner comme ça. Enfin, c'est que le marketing et la publicité nous ont fait penser comme ça. Et quand on a sorti notre première lessive, il y avait donc la lessive du supermarché, ou sinon il y avait la lessive bio, en Biocop ou Naturalia, mais qui du coup peut être assez déceptive sur le parfum. Soit elles sont pas du tout parfumées, soit elles sont parfumées, mais le parfum résiste pas très bien au lave-linge et ne tient pas forcément derrière. Et donc, dans cette idée, nous, de vouloir décliner nos best-sellers, nos parfums best-sellers sur le plus de supports possible, on s'est dit, le meilleur moyen de se parfumer sans forcément mettre une eau de toilette dans le cou, c'est de parfumer ses vêtements. On a tout de suite pensé à la lessive parce que c'est pareil, je pense qu'on est beaucoup à se souvenir ou à avoir été marqué par la lessive qu'utilisaient notre mère ou notre père, enfin qu'il y avait à la maison quand on était petit. Donc il y a aussi ce souvenir d'enfance, et donc ça nous paraissait hyper logique de décliner les parfums sur des lessives. Donc évidemment, enfin je vais pas te refaire la même histoire, mais évidemment on a énormément travaillé la formulation de cette lessive pour qu'elle soit naturelle, biodégradable et le plus propre possible. Donc déjà on s'est rapproché plutôt d'une fabrication de magasins bio que de supermarché, quoi qu'il en soit. Et on a essayé de trouver juste après l'équilibre pour la tenue du parfum. Et au début, on nous a un peu pris pour des fous.
les grands magasins, les concept stores dans lesquels on vendait nos produits étaient un petit peu dubitatifs, on va dire. Et finalement, on a réussi à l'expliquer, à expliquer son intérêt, à expliquer pourquoi on l'avait créé et pourquoi on la fabriquait de cette matière-là, de cette façon-là. Et finalement, aujourd'hui, ça devient pas le produit phare, mais c'est un des produits tout parfum confondu, les lessives, c'est un des produits qu'on vend le mieux. Le mieux. Ouais. Et en termes de parfum, de senteur, j'ai pas les mots. Quelles sont vos inspirations en fait ? Alors au départ, c'était très personnel. C'était vraiment lié à nous. Donc on avait des envies finalement assez classiques de parquet ciré, de cuir, de vraiment très intérieur pour le coup, parce que nos premiers produits c'était les pochettes parfumées et les bougies, et donc on l'associait beaucoup à l'intérieur, le fait de brûler une bougie. Et les parfums d'intérieur, nos souvenirs, ou en tout cas nos inspirations pour le parfum d'intérieur étaient très intérieurs dans le choix du parfum. Depuis, on a pas mal évolué, et puis aussi au fur et à mesure de discuter avec des nez, de découvrir des matières premières, on a eu plein d'envies dont l'inspiration était plus forcément un thème, mais plutôt une belle matière première qu'on avait envie de travailler et de proposer. Et à chaque fois, quand même, je crois que ce qui lie tous les parfums, c'est, comme je te disais, un souvenir, mais un souvenir qu'on a quasiment tous. Enfin, un super frais, par exemple, quasiment toute personne qui sent super frais a comme réaction, ça me fait penser au bébé propre ou au bébé. Et pour chacun de nos parfums, comme ça, il y a quand même le sentiment que ça réveille quelque chose dans l'inconscient ou dans la tête de chacun, dans les souvenirs. Et on essaye un peu parfois sur certains parfums d'être un peu régressif, de faire appel à des souvenirs un peu forts et assez. Je dis pas que tous nos parfums sont enfantins, mais voilà, des moments de vie. Là, parmi nos baumes à lèvres qu'on vient de sortir, il y en a un qu'on a appelé Hollywood. Donc après, ça parle à certaines générations, moins à une génération peut-être moins à d'autres, mais voilà, ça nous faisait plaisir de dire que le baume à lèvres qu'on met sur les lèvres rappelle des souvenirs de chewing-gum pour Hollywood, ou de dentifrice parce que c'est menthe et chlorophylle. Voilà, on essaye c'est un peu des petits clins d'œil comme ça. Et ce nom Kerzon, ça vient d'où ? Alors le nom Kerzon vient d'une maison qui a été importante pour nous avec Étienne, qui est liée à des souvenirs d'enfance, une fois de plus, et à une de nos grand-mères. Et ça, on avait envie d'appeler Kerzon un peu en souvenir de cette époque de vacances avec notre grand-mère, et aussi parce que en breton, Kers, aujourd'hui on dit que ça veut dire chez. Et la terminologie zon fait un clin d'œil à la maison. Et Kerzon, l'idée c'était un peu chez la maison, enfin dans la maison. Et donc on se disait que on s'est dit que ce nom fonctionnait pas mal pour ce qu'on avait envie de projeter. Le fait d'être bien chez soi, dans sa maison. Vous êtes combien aujourd'hui chez Kerzon ? On est très nouvellement 8. 8 vraiment chez Kerzon. Après, on travaille avec des intervenants extérieurs pour la formulation des produits. On travaille avec différents labos, chacun spécialiste du type de oui, tout du se fait type pas de au même produit. endroit. Non, voilà. Mais pour que l'entreprise tourne, on va dire, on est 8. On est 8 et on est séparés entre Paris et Nantes. Donc moi, je suis plus à Paris. On a des bureaux au-dessus de la boutique. Et donc c'est là alors il y a Oscar qui est en lien avec les clients au quotidien. Il y a Angèle qui s'occupe de la production des produits et ce qu'on appelle la supply chain. Et il y a aussi toute la team qui s'occupe de la boutique, qui est en dessous des bureaux. Et à Nantes, il y a Étienne, Julie et qui s'occupe du coup plus de nos revendeurs et du business développement, comme on dit, et toute la partie logistique. Parce que du coup, on est d'accord, tu parles de la boutique, mais vous avez aussi des revendeurs et un site
vente en ligne. Ouais. En fait, on a construit la marque un peu, enfin même complètement à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui quand on crée une nouvelle marque. On a commencé par faire ce qu'on appelle du wholesale. Donc, on a fabriqué nos produits et on les a tout de suite proposés aux grands magasins et à ce qu'on appelle des revendeurs. Donc, c'est des boutiques, des concept stores, des boutiques cadeaux, des boutiques de mode, qui sont des plus ou moins petites boutiques en centre-ville, en France, en Europe. Et dans lesquels qui choisissent parmi notre catalogue une partie du catalogue plus ou moins grande et proposent du coup nos produits à leurs clients. Et c'est dans un second temps qu'on a ouvert la boutique, donc à Paris, dans le 3e. C'était assez égoïste de ma part au départ, c'est que j'adore tous nos revendeurs évidemment, mais j'avais envie aussi d'un lieu où on puisse trouver tout le catalogue. Et présenter, non pas que c'était mal présenté chez nos revendeurs, mais je voulais que la marque Kerzon, que notre histoire puisse s'exprimer pleinement, et aussi dans cette démarche d'installer le vrac. Donc tout ça fait qu'on a eu cette envie de boutique qu'on a créée à Paris parce que j'habitais à Paris et que c'était plus simple, c'était pas une volonté forcément d'être à Paris. Et c'est ensuite qu'on a digitalisé la marque. J'ai l'impression d'être une vieille entreprise de 80 ans. On a digitalisé la marque en mettant en place un vrai site e-commerce. Donc, on a vraiment fait tout à reculons, dans le sens inverse. Alors là, tu m'accueilles chez toi. On est dans ton appartement pour l'interview. Qu'est-ce que t'aimes en déco ? Qu'est-ce qui te plaît ? Alors, l'opposé de quelque chose de trop travaillé. J'ai envie de me sentir bien, en fait. Mais j'ai envie de me sentir bien chez moi, mais j'ai envie de me sentir bien quand je vais chez des gens aussi. Donc j'ai toujours un peu peur des décos trop léchés où on a l'impression que personne ne vit là. Et qu'est-ce qui fait ? Forcément allumer une bougie, on se sent bien. Non, mais la lumière, comme ça, type pas grand-chose, mais ça se voit si on regarde autour de nous. Les bibelots. Enfin, je dis les bibelots, c'est un mot un peu vieillot, mais les souvenirs, tu vois, il y a plein de petits objets. Et chaque objet pourrait te raconter une histoire et pourquoi il est là. Et je dis pas que je l'ai choisi forcément, mais que j'ai eu envie de l'avoir et que j'ai envie qu'il soit toujours là pour me faire penser au moment où je l'ai acheté, où je l'ai récupéré. Et ouais, l'accumulation un peu, je crois, en fait, qu'on se sent bien. Enfin, fait qu'on se sent bien, fait que je me sens bien, parce qu'il y a des gens qui détesteraient et qui auraient peur de cette accumulation. Mais... Parce que tu travailles de chez toi, j'imagine, un peu avec le confinement. Ouais. Alors, j'ai travaillé de chez moi pendant très longtemps. Ouais. Et là, depuis qu'on a ouvert la boutique, je suis au bureau. Puis depuis qu'il y a une équipe, je travaille moins là. Mais effectivement, le confinement fait que... Et qu'est-ce que tu as mis en place pour bien travailler, te sentir encore mieux chez toi ? Des règles pour moi en fait plus. Ah oui ? De me forcer à me lever, de m'habiller, de me forcer à me lever, de me lever, mais de me forcer à me prendre une douche, à m'habiller. Et le chien aussi m'aide beaucoup parce que ça m'oblige un peu à sortir. Parce que voilà, c'est cette peur en fait c'est pour combattre cette peur de passer, qui n'empêche pas de travailler, mais de passer la journée en caleçon derrière mon ordi. De se mettre avec son ordinateur. Ouais, voilà, de se créer un rythme. Alors qui est forcément différent de celui du boulot, enfin du lieu, du bureau, mais ne pas non plus trop avoir l'impression de se laisser aller comme si on était un week-end. Je pense que le rythme, c'est hyper important. Et après, je suis convaincu que ça ne va pas à tout le monde, et je comprends, et c'est une question qu'on pose régulièrement à notre équipe. Enfin, je comprends parfaitement qu'on puisse se sentir... à l'étroit, évidemment à Paris, on est dans des petits apparts, mais qu'on puisse être pas forcément bien tout seul toute la journée en télétravail. Moi, je suis assez solitaire, donc en fait, ça te va bien. Ça me va bien, ouais. Donc les conseils, je sais pas trop de conseils pour se c'était sentir intéressant. bien. Mais voilà, ce que je trouve cool en fait, c'est je travaille avec un ordi portable, alors qu'au bureau c'est un fixe. Et ce que je trouve assez cool ici, c'est de pouvoir changer peut-être commencer la journée sur le canapé comme on est là aujourd'hui. Et s'il faut que je me mette à un sujet plus sérieux ou plus dur ou que j'ai moins envie d'aborder, je vais plutôt me mettre à la table pour être plus droit. Enfin, voilà, c'est ce qui me plaît, c'est ça. Est-ce que tu te souviens de ton dernier achat déco ? Alors, je me faisais la réflexion il y a quelques jours en me disant que j'achète beaucoup moins de choses.
Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là avec les confinements. On jouait là-dessus. Et donc, est-ce que je m'en souviens ? Non. J'ai envie de te dire, les derniers objets déco, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est plutôt des assiettes et des bols qui sont derrière toi en céramique qu'on a fait nous-mêmes pendant le confinement. Ouais, c'est de la céramique ? C'est de la céramique, ouais. Tu fais de la céramique ? On va dans un atelier qui est rue Popincourt, qui s'appelle Les Mains Sales. Elle sera très contente. Et pendant le confinement, on lui achetait de la terre pour monter les formes ici, mais sinon on peut le faire sur place chez elle. Elle a un four et puis après plein de peintures pour l'émaillage. Et voilà, et on a découvert, je dis on avec Maxime avec qui je vis, on a découvert ça un peu pendant le confinement aussi, un peu avant le confinement, et on a continué. Alors je crois c'est une passion qu'on est loin d'être les seuls à avoir, puisque j'ai l'impression que de plus en plus de gens se mettent à la poterie. On va pas forcément en faire une passion qui va prendre trop de place, mais en tout cas, pendant les confinements successifs, ou en tout cas couvre-feu, ça nous occupe et c'est une activité qui nous plaît pas mal. Eh ben, merci beaucoup Pierre-Alexis. Merci à toi. Merci, bonne journée. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.